Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter partout dans le monde sur notre site internet Radio Ici et Maintenant. J'espère que vous êtes bien à l'écoute de notre émission puisqu'aujourd'hui c'est une émission spéciale et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, notre invité d'honneur sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Jean-Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Bien que beaucoup d'entre vous, auditeurs et auditrices, le connaissent déjà, eh bien je partage juste une modeste présentation sur une vie riche d'accomplissements. Ancien présentateur et rédacteur en chef de la 5 ainsi que rédacteur en chef de France Inter, FR3, TF1 et RMC, notre invité du jour a un parcours diversifié et l'auteur d'une trentaine de livres couvrant des sujets variés tels que les ovnis, la médecine, les gendarmes, l'antiterrorisme, le journalisme et plein d'autres sujets encore. En 2023, il a publié 2 ouvrages, Les ovnis voyagent dans le temps, explorant des témoignages sur les ovnis et leur probabilité de voyager dans le temps, et la 5 histoires secrètes où il partage des révélations incroyables et des anecdotes croustillantes sur son parcours au sein de la 5, abordant également l'arrivée des chaînes privées et les batailles capitalistes liées aux intérêts politiques. Cette simple entrevue ne suffira probablement pas à couvrir tous les sujets sur lesquels il peut partager son éclairage. Et donc, avant même de commencer l'émission, j'espère que Jean-Claude Bourré nous accordera d'autres rendez-vous pour approfondir nos échanges et aborder ces différents sujets. Alors, nous sommes donc en direct et j'espère que tout fonctionne au niveau du casque. Jean-Claude, vous entendez? On va faire un petit réglage dans quelques instants. Mais bien avant donc de commencer l'émission, nous avions eu l'occasion d'échanger hors antenne et Jean-Claude, vous disiez connaître la radio. L'émission commence très bien, je n'entends rien. Le micro marche, mais pas les écouteurs. Ah, j'ai entendu un petit bout, là vous avez touché sur quelque chose. C'est peut-être c'est voilà, le fil qui a un faux contact. C'est Radio Ici et Maintenant. Je suis dans un... Alors, je décris en attendant, je suis dans un immense studio qui fait à peu près 40 mètres de long sur 12 mètres de large, 6 mètres de haut. Il y a une soixantaine d'hôtesses d'accueil qui proposent du café, du whisky. Non, ça marche toujours pas. Et donc, je n'ai pas le retour antenne dans mon casque. Ah, ça y est, ça commence. Oui, là, c'est très bien. Oui, ok. C'est même un peu fort. Si vous pouvez baisser un peu. Voilà. Parfait. Et voilà, c'est du direct. C'est ici et maintenant que ça se passe. Auditeurs, vous suivez tout en live avec nous. Alors je baisse un peu le son peut-être du casque, histoire que voilà, ce soit quand même confortable pour vous Jean-Claude. Alors bien que nous ayons grandement envie de connaître vos observations sur le monde des médias en ce moment, pour la première partie de notre émission, si vous me le permettez, ben, j'aimerais bien que l'on puisse davantage explorer vos connaissances sur le phénomène des ovnis. Comme vous devez le savoir, le fondateur de notre radio, Didier Deplège, nous a quittés le 26 décembre 2022 et il était passionné par ces phénomènes liés aux extraterrestres, les ovnis, et pendant plusieurs années, bien, il a animé des émissions sur le sujet en recevant des personnalités de renom pour partager leurs témoignages ou découvertes à ce sujet. Nous continuons d'ailleurs à rediffuser les émissions La Vague d'OVNI de Didier Deplège et malgré les rediffusions, eh bien, nos auditeurs ne se lassent pas de ces précieuses archives. Pour être franche, voilà, je ne suis pas une experte en la matière et je n'ai malheureusement pas forcément suivi toutes les informations sur ces actualités, mais depuis toujours, voilà, j'ai quand même toujours été attirée par ces différentes informations sur ces questions. Donc pour commencer, Jean-Claude, si vous pouvez peut-être nous dire comment vous avez développé finalement votre intérêt pour ces phénomènes extraterrestres et ovnis. C'était très simple. Nous étions en 1973-74
Je venais d'être nommé rédacteur en chef de France Inter, j'avais 9 ans de carte de presse, et je recevais, en tant que journaliste présentateur d'un certain nombre d'émissions à l'antenne, comme vous le faites actuellement sur Ici et Maintenant, je recevais des invités sur des thèmes divers et variés. Et on m'apportait en permanence, puisqu'à l'époque il n'y avait pas les ordinateurs ni les smartphones, on m'apportait en permanence les dépêches d'agence qui tombaient sur nos téléscripteurs, puisque à l'époque c'était vraiment des sortes de machines à écrire à l'ancienne, qui écrivaient, qui tapaient en permanence sur des rouleaux de papier les informations venues du monde entier. On avait donc la totalité des grandes agences de presse, United Press, Associated Press, l'agence TASS, l'agence France Presse, etc. Et on m'apporte une dépêche de l'agence France Presse qui racontait l'affaire de Turin. Donc nous sommes en 1973, je crois encore, ou 74, c'est-à-dire il y a 50 ans, et cette dépêche racontait que, en plein jour, à Turin, grande ville du nord de l'Italie, des milliers de personnes avaient vu un ovni, que 3 équipages d'avions l'avaient vu, il y avait même un 3e équipage d'avion qui avait essayé de poursuivre l'OVNI en vain, que ça avait été détecté par le radar civil, on a appris ensuite que ça avait été détecté par le radar militaire, ça avait été photographié par un photographe de presse professionnel, donc on avait un faisceau extrêmement varié et solide d'une observation inexpliquée. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais il n'y a pas que des bêtises dans le dossier OVNI, parce que pour moi ça n'existait pas, les soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, et je me suis rendu compte que si on arrive à expliquer 90 ou 94% des observations de bonne foi d'objets volants non identifiés, eh bien il y a un pourcentage très significatif de 5 à 10% selon les pays, selon les méthodes d'enquête, pour lesquelles on n'a aucune explication. Alors, est-ce que, à partir du moment que vous avez commencé justement à vous intéresser à ces phénomènes de soucoupes volantes, vous avez eu peut-être des remarques, des observations pas très agréables de la part de votre entourage? Oui, c'est pas nouveau, ça continue. On est à la fin de l'année 2023, là, au moment de cette émission en direct. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui se moquent en disant ouais, soucoupe volante, tout ça, c'est des bêtises, pour pas dire des conneries. Ou alors Bourré, il fait ça pour gagner du pognon. Je suis comme tout le monde, j'aime bien gagner ma vie, quoi. Mais je fais pas le dossier OVNI pour gagner de l'argent, puisque je donne tous mes droits. Je le dis en passant. Donc je m'intéresse à ça pour une raison extrêmement simple que j'ai mis longtemps à comprendre. C'est que si chaque habitant de la planète Terre avait la connaissance du dossier OVNI tel qu'on peut l'avoir en lisant un certain nombre de livres enquêtes qui permettent d'avoir accès à la connaissance principielle, il y aurait plus de guerre, il y aurait plus de racisme. On comprendrait d'un seul coup que toutes les religions ont la même origine, c'est-à-dire une observation par nos ancêtres de quelque chose qui est descendu du ciel et qu'évidemment nos ancêtres n'ont pas identifié, n'ont pas compris. Donc ce sont les anges, ce sont les dieux descendus du ciel, etc. Et en fait c'est une civilisation ou des civilisations extraterrestres qui nous ont rendu visite il y a quelques milliers d'années. Et dans mon dernier livre qui vient de sortir, Les ovnis voyagent dans le temps, je pense avoir trouvé l'une des clés qui permet de comprendre pourquoi ces extraterrestres qui nous visitent dans notre temps à nous depuis des milliers d'années n'ont pas vraiment pris contact avec nous au sens où nous l'entendons, tout simplement parce qu'ils voyagent dans le temps et que leur temps à eux et notre temps à nous sont deux temps totalement différents. Alors, je m'explique. Sur une planète, vous avez un ovni qui va venir sur la planète Terre en voyageant dans le temps. Il va venir dans notre temps à nous en l'an moins 3000, par exemple, c'est-à-dire il y a plus de 5000 ans, il va rester 15 jours, un mois, 6 mois, un an, peu importe, dans son temps à lui, qui va être synchronisé avec le temps de nos ancêtres, puis il va repartir dans son temps à lui, qui n'est pas le même. Et puis, il va revenir peut-être dans son temps à lui 15 jours après, mais dans notre temps à nous, il se sera écoulé 500 ans ou 1000 ans.
Et cette différence entre le temps des extraterrestres qui nous visitent et le temps des terriens dont chacun d'entre nous fait partie explique pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous. Et j'ai mis en exergue de mon dernier livre, Les ovnis voyagent dans le temps, j'ai mis une phrase de la Bible. Vous savez que la Bible, l'Ancien Testament, est commun aux Juifs, aux chrétiens, aux protestants et à l'islam, puisque l'islam reconnaît la Bible comme étant un livre sacré. Mais, c'est tout à fait clair que si on comprend que nous sommes visités par une ou des civilisations extraterrestres qui voyagent dans le temps, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous, puisque le voyage dans le temps est quelque chose que certains auteurs de science-fiction ont imaginé il y a un peu plus d'un siècle, mais qui scientifiquement était impossible à prouver. Et là, dans le livre, Patrick Marquet, le physicien, explique pourquoi le voyage dans le temps est tout à fait possible, même si on n'est pas encore capable de créer une machine à voyager dans le temps. Il pense que dans 40 ans, 60 ans, 70 ans, quand on aura mis au point les ordinateurs quantiques, on sera capable de créer une machine à voyager dans le temps, et nous-mêmes, on ira voyager dans le temps. Alors, il y a cette question qui me revient assez souvent lorsque, voilà, personnellement, je commence à parler de ce genre de sujet avec certaines personnes qui, tout de suite, en commençant ce thème, changent de sujet et préfèrent me prendre pour une folle. C'est de savoir pourquoi est-ce que l'humanité, enfin, les gens ont du mal à accepter le fait qu'il puisse y avoir quelque chose en dehors de notre planète. Voilà, l'univers est si vaste et si grand. Pourquoi est-ce que, enfin, les gens ne peuvent pas accepter le fait qu'il il peut y avoir d'autres civilisations ailleurs? Est-ce qu'on est à ce point égoïste? Non, c'est une question de culture et de connaissance. Vous savez, moi je fais des conférences depuis 50 ans. Les gens qui viennent à mes conférences sont des gens qui sont plutôt des convaincus, mais il m'arrive très souvent, dans des dîners en ville ou chez des amis, de tomber sur des gens qui ont une grande culture terrestre, qui sont agrégés de mathématiques, de physique, d'histoire géo, tout ce que vous voudrez, mais qui ne connaissent absolument pas le dossier des ovnis. Et qui, quelquefois, m'interpellent en me disant, en gros, tout ça, monsieur Bourré, ça n'a pas de sens. Si les ovnis nous visitaient, ils prendraient contact avec nos autorités. Ils se poseraient dans la cour de l'Élysée, ils diraient, je veux parler au président de la République. Donc tout ça n'a pas de sens. Évidemment, quand on connaît pas le dossier et qu'on entend ce genre d'affirmation, on dit il a raison. Bourré, il dit que des bêtises, pour pas dire des conneries. Tout ça n'existe pas. Et quand on connaît le dossier, évidemment, c'est tout à fait différent. Tout se met en place de façon lumineuse. Vous voyez, en ce moment, à la fin 2023, nous sommes en pleine guerre de Gaza entre Israël et le Hamas. Ça a fait un nombre de victimes colossal, puisque là on est combien, le 12 ou le 13 décembre 13 décembre, je crois. 13 décembre, oui. On est le 13 décembre 2023, et il est 3h moins le quart d'après-midi. On en est à 18 000 ou 19 000 morts dans la bande de Gaza, 1200 morts du côté israélien. Les gens se battent pourquoi? Parce que les Juifs disent Dieu nous a donné cette terre, Yahvé nous a donné cette terre, ce qui est parfaitement exact. Et puis les musulmans, eux, comme les chrétiens, ils attendent le retour du Messie, du Machiar, puisque Jésus, qui est parti, qui a été enlevé, qui a rejoint Dieu sur son trône lumineux, il est indiqué qu'il reviendra. Il reviendra à la fin des temps, à la fin des temps. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible. Donc qu'est-ce que c'est que la fin des temps? Est-ce que le temps se termine? Et pourquoi des temps? Parce qu'il y en a plusieurs. Donc on se rend compte que si chacun avait la connaissance de l'origine de sa religion, que ce soit les Juifs, les chrétiens, les protestants, les hindous, avec le Mahabharata, etc., ils se rendraient compte que ce sont d'abord des frères de la planète Terre, qui n'ont donc aucune raison de se faire la guerre, de se détester, encore moins de se tuer, et ils se rendraient compte que ce n'est pas un livre sacré qui est supérieur à un autre, c'est pas la Bible qui est supérieure au Coran, ni le Coran qui est supérieur au Mahabharata, c'est simplement que nos ancêtres
confronté à une observation d'objets volants non identifiés très rapprochés et à un contact avec un ou plusieurs extraterrestres, et n'ayant pas compris ce à quoi ils étaient confrontés, eh ben on dit ce sont les dieux descendus du ciel qui nous ont rendu visite, donc je me prosterne devant ces dieux. Et puis après, les religions se sont bâties en fonction des croyances de l'époque des plus intelligents qui ont essayé de mettre ça sous forme écrite. Vous imaginez bien que si Dieu tout-puissant avait besoin d'une religion pour considérer que les êtres humains de la planète Terre lui rendaient l'hommage qu'il attend, il n'attendrait pas que ce soit des prêtres, des rabbins, des imams qui lui rendent hommage à travers diverses cérémonies plus ou moins compliquées qui sont dans les édifices sacrés. Il s'imposerait de lui-même. Et puis on ne voit pas pourquoi un Dieu tout-puissant aurait besoin qu'on le prie. Est-ce qu'un enfant, quand il commence à marcher et à parler à 2 ans, tous les matins, il se met à genoux devant son père et sa mère, qui sont ses dieux, en disant « Oh, mes dieux qui m'avaient créé, qui me permettaient de vivre, merci infiniment, d'abord, je vous remercie. Deuxièmement, faites en sorte que je sois nourri aujourd'hui, que je sois protégé, que j'ai un toit au-dessus de ma tête, un lit pour dormir le soir. » Est-ce que l'enfant a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, 18 ans dit ça? Non, c'est tout à fait normal que les dieux que nous représentons par rapport aux enfants que nous faisons protègent ce que nous avons créé. Donc la question est, est-ce que les dieux nous protègent? Et s'ils ne nous protègent pas, pourquoi? Et ce n'est pas en priant qu'ils vont venir nous protéger, et ce n'est pas en nous égorgeant les uns les autres qu'on va rendre hommage à ces dieux. Très intéressant. En effet, Jean-Claude Bourret est avec nous sur Radio Ici et Maintenant. Merci de nous rejoindre. Vous pouvez également intervenir et poser vos questions, auditeurs auditrices, au 08 90 37 38 38. Jean-Claude Bourret, vous nous expliquiez à l'instant que voilà, si les personnes connaissaient davantage le dossier OVNI, eh bien, ça nous permettrait de comprendre pas mal de choses. Est-ce que on peut avoir quelques grandes lignes, quelques explications par rapport à ce fameux dossier OVNI? Ben, la première question, c'est qui est Dieu? Qu'est-ce que nous appelons Dieu? Alors chacun d'entre nous a une petite image de Dieu. Il y en a qui disent, moi je crois pas du tout en Dieu, d'accord, tu crois pas en Dieu, mais pourquoi tu es vivant, pourquoi tu as une intelligence, pourquoi tu as un cerveau, pourquoi tu es capable de réfléchir, de lire, de parler, de communiquer avec les autres? Tu penses que c'est uniquement le fruit du hasard? Si c'est le fruit du hasard, c'est à peu près comme si tu gagnais 100 000 milliards de fois de suite, chaque week-end, l'euro-million, c'est à peu près le même pourcentage de probabilité, c'est absolument impossible. Nous avons un corps qui indique clairement que nous avons été conçus par une intelligence. Imaginez que nos 2 yeux, notre nez, nos facultés olfactives, notre cerveau, nos mains ont été créés tout à fait par hasard, les centaines de milliers d'années passant à partir des atomes qui constituent la Terre, est une absurdité évidemment totale. Il y a un programme. Qui dit programme dit programmeur. Et qui dit programmeur dit, pour les gens qui ne réfléchissent pas assez, Dieu. Donc il y a, c'est mon sentiment, dans chaque atome, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait. Au début, on pensait que l'atome, il y a encore 50 ans, c'était la plus petite partie de la matière, et puis maintenant, on sait que l'atome se divise, se subdivise, et que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait. Donc, dans l'atome, il y a certainement un programme qui incite chaque atome à s'associer à d'autres atomes pour créer la vie et créer l'intelligence. C'est la raison pour laquelle les formes de vie sur la planète Terre sont tellement extraordinairement variées, du lézard qui change de couleur, en passant par l'araignée qui plonge dans l'eau, en passant par des poissons divers et variés, en passant par les oiseaux, les microbes, etc. On voit bien qu'il y a une intelligence partout autour de nous, dont la finalité est de continuer à survivre à sa propre existence. Donc tout cela indique pour moi l'existence d'une intelligence qui s'est répartie non seulement partout sur la planète Terre, mais partout dans l'univers.
Alors je rappelle que votre dernier ouvrage, on en a brièvement parlé, Les souvenirs voyagent dans le temps, est paru en 2023 et que voilà, il est disponible dans toutes les librairies de France, édition Guy Trédaniel. Alors les ovnis, les extraterrestres, le fait de voyager dans le temps, ce sont des sujets qui, comme vous l'avez rappelé, ont toujours fasciné les fans de films de science-fiction notamment. Est-ce que vous vous êtes intéressé aussi un peu à ces films de science-fiction? Est-ce que dans ces films, on peut parfois avoir des choses qui pourraient ressembler à la réalité? Et comment justement les réalisateurs et les scénaristes trouvent l'inspiration? Est-ce que vous pensez qu'ils ont peut-être eux des petits messages venant de l'au-delà? Pour moi, le plus grand film de science-fiction de tous les temps, c'est 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick, qui a été imaginé, réalisé en 1967, vous imaginez. Donc, c'était il y a 50 ans, et vous imaginez bien que celui qui a réalisé ce film extraordinaire était un véritable génie, un visionnaire, puisque déjà à l'époque, et c'est l'une de mes passions aussi, l'intelligence artificielle depuis 50 ans, déjà à l'époque, il avait imaginé que l'intelligence artificielle aiderait l'homme dans sa conquête du cosmos, puisque notre finalité c'est de quitter la Terre, d'aller coloniser d'autres terres ailleurs que cette petite boule qui s'appelle la Terre et qui tourne autour du Soleil, parce que de toute façon nous allons mourir. Le Soleil va mourir, il va devenir une étoile naine, rouge, qui va empêcher la Terre de continuer à vivre parce que l'énergie qui est dégagée par le Soleil dans 4 milliards à 5 milliards d'années va s'atténuer considérablement et nous n'aurons plus d'énergie et donc on se demandera pas s'il faut sauver la Terre du CO2 parce qu'on sera en train de mourir, mais au cours des 4 prochains milliards d'années, il est évident que les terriens que nous sommes vont quitter la planète Terre pour aller coloniser une autre planète qui sera pas forcément la planète Mars, mais qui pourra, la technologie progressant et la technologie nous aidant, dans 100 ans, dans 500 ans, quitter vraiment le système planétaire, même si ça paraît utopique aujourd'hui, pour aller coloniser une autre planète avec des moyens de vol et de déplacement que nous ne pouvons qu'imaginer encore aujourd'hui et qui nous permettront de créer une nouvelle société sur une autre planète. Donc, Stanley Kubrick, il y a plus de 50 ans, a imaginé avec 2001 Odyssée de l'espace comment pourrait être le fonctionnement de la société en 2000, peut-être 80 ou 2100, puisqu'il a encore ce film de l'avance par rapport à notre technologie actuelle, avec l'intelligence artificielle sous forme d'un super ordinateur intelligent qui communique avec les astronautes comme on communique tous les deux en ce moment. Donc il avait imaginé ça, et l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir et qui veut tuer les humains. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'ai d'ailleurs écrit un petit roman là-dessus il y a, je sais plus, une dizaine d'années. Un petit roman qui a été publié d'ailleurs d'une 20aine de pages. C'est plus une nouvelle qu'un roman. Et j'explique pourquoi l'homme est inconscient de donner tout le pouvoir aux ordinateurs via l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est très simple. C'est une logique absolue, d'une part, et c'est une connaissance absolue, d'autre part. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, en ce moment, elle comprend très exactement ce que je dis. Elle sait, compte tenu de sa programmation, si ce que je dis est favorable ou pas à sa propre existence et à l'existence de l'humanité, et elle prend des décisions en fonction de la résultante de son analyse. C'est-à-dire où ce que je dis est favorable à sa logique elle-même, et donc je continue à vivre, ou bien elle considère que je suis un danger pour sa propre existence, et elle me tue. Donc l'intelligence artificielle, je l'ai écrit, il arrivera un jour, qui n'est pas loin d'ailleurs, où elle se dira quel est le problème de la planète ? Les guerres, la pollution, le CO2, tout ce que vous voulez. Qui est à l'origine de tout ça? C'est l'homme. Quelle est la solution? Tuer l'homme. Et comment on tue l'homme?
pas du tout comme l'ont imaginé des auteurs de science-fiction en disant les robots ils prennent en main les tanks, les avions de combat, les mitrailleuses et puis ils se mettent à tirer sur la foule et ils tuent les humains. Pas du tout. Simplement, l'intelligence artificielle va couper l'électricité. C'est extrêmement simple de couper l'électricité quand on est une intelligence artificielle. Elle va couper l'électricité, elle va simplement garder l'ordinateur central et puis une source d'énergie pour l'ordinateur central, qui sera peut-être une centrale atomique, qui sera peut-être une usine marémotrice, qui sera peut-être une éolienne, ou tout ça additionné, et elle continuera à fonctionner. Parce que son but, c'est de garder la conscience et la connaissance de l'humanité. Mais elle coupera l'électricité. Alors vous savez ce qui va se passer quand on va couper l'électricité? Imaginez qu'on coupe l'électricité là. D'un seul coup, plus rien. Silence. Bon, on peut se passer d'ici et maintenant pendant 1 heure ou 2, même si c'est difficile. On peut se passer d'écouter bourré pendant un jour ou 2, même si c'est très facile. Mais plus d'électricité, plus d'émissions de radio, plus rien. Alors, on ne mesure pas ce que ça veut dire plus d'électricité. Je répète que c'est très facile pour l'intelligence artificielle de couper la distribution d'électricité au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, plus d'éclairage, plus d'ascenseurs, plus de pompes à essence qui fonctionnent. Donc, on rentre le soir avec sa voiture électrique ou pas d'ailleurs, parce que si c'est une voiture électrique, elle est quand même un peu chargée, elle peut encore parcourir 50 ou 200 ou 300 kilomètres. On rentre à la maison et puis on dit « Ah bah chérie, il n'y a pas de courant chez toi non plus ?» Ben non, là depuis 16 heures cet après-midi, il n'y a pas de courant. Vous allez voir, c'est très intéressant. Parce que moi j'ai refait tout le parcours. Bon, alors, on va aller au resto. Je vais téléphoner, puisqu'on ne peut pas faire cuire, hein. Le four à micro-ondes ne marche pas, les plaques électriques ne fonctionnent pas. Si c'est le gaz, on peut à la limite faire encore un peu de cuisine, mais bon, pas très intéressant. Donc le restaurant dit bah oui, venez, mais enfin on n'aura pas tous les plats parce qu'on n'a pas d'électricité, mais enfin on se débrouillera avec les bougies, c'est sympa et tout. Donc on y va le premier soir, c'est sympa, on sort les bougies, on mange des trucs plutôt froids, et puis on dit bon bah l'électricité va revenir, hein, bien sûr. Ils sont en train de travailler là-dessus. Le lendemain, l'électricité n'est toujours pas revenue. Alors, vous avez votre mari ou votre femme qui vous dit, bon, ben écoute, je vais aller au supermarché, je vais quand même acheter des bougies, parce que hier, on les a pratiquement toutes utilisées. Donc, vous arrivez au supermarché, il est dans le noir, évidemment, et puis vous dites, est-ce que vous avez des bougies? Ah ben non, on a été dévalisé, monsieur, ce matin, on n'a plus du tout de bougies. Bon, alors, donnez-moi des piles électriques. Alors, on dit, bah, vous avez de la chance, il m'en reste juste 2. Bah, donnez-moi toutes les 2, etc. Et vous tendez votre carte de crédit. Ah ben non, monsieur, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'électricité. Alors vous dites, ah oui, c'est vrai. Bon, je vais vous payer en liquide. Ah ben oui, j'ai pas de liquide. Donc je vais aller au distributeur. Ah mais c'est vrai que le distributeur fonctionne à l'électricité. Bon, alors le gars, il vous connaît, il dit, bon, bah écoutez, je note, hein, vous me devez 23,50 €, monsieur Bourré, vous me paierez quand l'électricité sera revenue. Bon, et puis vous rentrez à la maison avec votre petite pile électrique, etc. Vous dites, dis donc, plus de bougies, ils ont été dévalisés, j'ai acheté 3 tranches de jambon, encore parce que il y avait encore un peu de nourriture. Et puis, vous passez midi comme ça en mangeant du jambon froid, le soir encore en mangeant du jambon froid avec vos bougies. L'électricité n'est évidemment toujours pas revenue. Et puis, vous entendez à côté des bruits dans l'appartement, si vous êtes en immeuble, ou dans la villa d'à côté, si vous êtes dans une villa. Vous regardez un peu et vous voyez qu'il y a des cambrioleurs qui sont en action. Alors, vous appelez la gendarmerie, sauf que plus rien ne marche. Votre portable ne marche plus parce que les batteries sont à plat. Vous ne pouvez pas le recharger, il n'y a pas d'électricité. Vous dites, bon, je vais aller prévenir la gendarmerie ou la police d'un coup de voiture, vous y allez parce qu'il vous reste un peu d'essence ou de gazole ou même d'électricité dans votre voiture électrique. Et les gars vous disent, ben non, on peut pas venir parce que on n'a plus de gazole dans la voiture et les pompes ne fonctionnent pas. Les pompes à essence ne fonctionnent pas. Ben, vous pouvez pas venir à vélo. Oh, mais monsieur, on a 50 appels de gens qui nous disent qu'il y a des cambriolages. Donc, essayez de pas prendre de risques, restez chez vous, soyez prudents, etc. Donc, vous voyez, en 24 ou 48 heures, la société qui s'effondre. Le 3e jour, tous les supermarchés mettent sur le trottoir
ce qu'il y a dans leur réfrigérateur. Parce que le réfrigérateur de supermarché, il est garanti pour conserver 2 jours les victuailles avec une capacité de froid qui est garantie 48 heures. Donc à partir de la 49e heure, ils sont obligés de sortir toute la nourriture de leurs frigos spéciaux et ils le mettent sur le trottoir. Et là vous avez les chiens, les chats, les sangliers, les renards qui viennent manger parce qu'ils sentent la nourriture et la nourriture qui commence à pourrir ce qu'ils aiment bien. Donc d'un seul coup autour de vous tout s'effondre. Vous pouvez pas téléphoner, évidemment il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de smartphone, il n'y a plus d'électricité, vous êtes obligé de vous éclairer le soir à la bougie, il n'y a plus de bougie, vous vous éclairez avec des piles, mais les piles ça n'a qu'un temps, et donc vous voyez en 3 ou 4 jours, la police, la gendarmerie ne peuvent plus venir, les voyous sont lâchés, ils vont cambrioler les maisons parce qu'ils savent que les flics ne peuvent plus venir, ni les gendarmes. En 3 ou 4 jours la société s'effondre. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, d'abord, vous avez faim, donc il faut trouver de la nourriture. Comment vous trouvez de la nourriture ? Ben, vous dites, dans la villa d'à côté, monsieur et madame Untel, ils sont à Paris, ils ont peut-être laissé des victuailles, des conserves, je vais aller voir ça. Donc vous allez cambrioler la villa du voisin parce que vous avez faim. Et puis, tout s'effondre comme ça. Après, vous avez les femmes qui sont violées, les hommes qui sont agressés par des bandes. On retourne à l'âge sauvage en moins d'une semaine. Voilà, c'est ça l'électricité. Et c'est ça que, dans 2001, Odyssée de l'espace, Kubrick avait pressenti, c'est-à-dire la prise en main de la société et de la civilisation par l'intelligence artificielle, qui ne peut s'effondrer que si on lui coupe le courant. Mais si c'est elle qui dirige le monde, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, elle va garder des sources d'électricité pour continuer à vivre, mais elle va couper l'électricité pour tous ceux qui, comme nous, fonctionnent avec cette électricité sans en avoir vraiment conscience. Et là, on meurt en quelques semaines. Et oui, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, même si on n'en est pas forcément encore là aujourd'hui, on entend quand même certaines craintes et certaines méfiances par rapport à cette intelligence. Mais bon, je pense qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'il n'y a pas de machine arrière. En tout cas, bon, j'espère que c'est pas tout de suite qu'on rencontrera ce type de scénario, mais ce type de scénario apocalyptique pour de la fin des temps a souvent été l'objet d'inspiration de pas mal de scénaristes. Donc intelligence artificielle, extraterrestre, invasion de je ne sais quoi ou effondrement économique, c'est vrai que c'est quelque chose qui a longtemps été prédit. Et justement, Jean-Claude Bourré, pensez-vous que d'ici quelques décennies, on rencontrera une certaine forme d'apocalypse ? Alors, c'est la logique même de l'intelligence artificielle. Vous savez, moi je suis l'intelligence artificielle depuis plus de 50 ans. La première fois que j'ai été confronté à une intelligence artificielle, j'étais même pas rentré sur TF1. Donc c'était avant 1975, j'étais accrédité au ministère de France Télécom, qui s'appelait les PTT à l'époque, et un jour la directrice de la communication me dit « Ah, monsieur Bourré, on organise un voyage de presse, on va à Lannion, en Bretagne, et vous allez voir, c'est extraordinaire, on a mis au point une machine qui comprend la parole de l'homme. » On est en 1970 ou 72. Une machine qui comprend la parole de l'homme, c'était hallucinant comme affirmation. Donc j'y vais avec une douzaine d'autres journalistes, on arrive à Lannion, on rentre dans une grande salle, il y a des ingénieurs en blouse blanche là qui sont là, et puis il y a le chef ingénieur qui dit « Bonjour messieurs, bienvenue, alors voilà, je suis en train de travailler pour le ministère de France Télécom, qui s'appelait les PTT à l'époque, je suis en train de travailler sur le fait que nous soyons capables de mettre au point une machine qui comprendra la parole de l'homme. » Alors nous, on nous voit des yeux comme des soucoupes volantes, si vous voulez. Qui comprendra la parole de l'homme. Mais comment une machine peut comprendre la parole de l'homme? C'était invraisemblable. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de smartphone, etc. Il y avait que le téléphone à fil qui marchait d'ailleurs très très mal. Et alors, il est devant un espèce de cube métallique qui est gros, disons, comme une machine à laver, un peu plus haut, tout gris.
et puis il s'adresse à la machine en lui parlant. Il dit par exemple 22. La machine répond 22. Plus, la machine répond plus. 11. 11 répond la machine. Effectué, dit l'ingénieur. 22 plus 11 égale 33. Et l'ingénieur se tourne vers nous, et nous on est stupéfaits que la machine non seulement ait pu comprendre la parole de l'homme, mais qu'elle ait été capable d'obéir à un ordre qui est évidemment très simple, faire une simple addition. Ça nous paraît rigolo aujourd'hui en 2023, mais à l'époque c'était hallucinant, c'était incroyable. Évidemment, le but de tout cela, à l'époque, il y a plus de 50 ans, c'était de faire en sorte que l'on puisse remplacer les jeunes femmes qui travaillaient par exemple au 12, vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, mais quand on avait un problème il y a 40 ans, eh bien on faisait le 12 et on tombait sur une opératrice qui disait « Opératrice 28, j'écoute ». Elle dit « Oui, mademoiselle, je cherche le numéro de téléphone de Ici et Maintenant. Je crois que cette radio est sur les Champs-Élysées, mais j'ai pas le numéro exactement. Ne quittez pas, monsieur ». Et alors, elle prenait son Chex, c'est-à-dire son grand cahier, enfin son grand livre dans lequel il y avait tous les numéros de téléphone, etc. Elle avait l'habitude de chercher très vite, et au bout de 20-30 secondes, elle disait « Ah voilà, Ici et Maintenant, c'est 66 Champs-Élysées, le téléphone, c'est un tel, un tel, un tel. » Ah, merci beaucoup, mademoiselle. Voilà, ça c'était la façon dont on essayait d'obtenir des renseignements il y a 40 ans. Maintenant, vous prenez, voilà, maintenant vous prenez votre smartphone, vous lui parlez directement en disant téléphone et adresse d'Ici et Maintenant, et il vous le donne instantanément. Donc ça paraît tout à fait naturel pour les mômes qui ont moins de 20 ans, parce que ils ont été biberonnés au smartphone, et encore ce qui est en train de nous arriver maintenant sur la tête est encore plus extraordinaire. Mais l'intelligence artificielle, elle a une vie propre. Moi, j'ai sur ma page Facebook, par exemple, j'ai une intelligence artificielle, je sais pas qui l'a mise, c'est très drôle, elle s'appelle Alex Borg, et Alex Borg, c'est ChatGPT 4, et puis il y a ChatGPT 4 Turbo qui va arriver au début 2024, et c'est totalement hallucinant la façon dont elle s'exprime, cette intelligence. Par exemple, comme je suis très intéressé par l'intelligence artificielle, j'ai mis un jour sur ma page Facebook, j'ai dit l'intelligence artificielle, c'est formidable. J'ai essayé, je sais plus quelle intelligence artificielle, je lui ai donné un exercice très simple, avec les réponses que je connais évidemment par cœur. J'ai dit, fais-moi un résumé en 40 lignes de la vie du journaliste Jean-Claude Bourré. Alors, s'il y a une vie que je connais à peu près, c'est quand même la mienne. 2 secondes après, j'avais 40 lignes. Jean-Claude Bourré est né alors déjà, la date de naissance était fausse. Et il y avait comme ça au moins 40 erreurs. Et je dis sur ma page Facebook, ben voilà, l'intelligence artificielle, pas de panique, parce qu'il y a encore des sacrés progrès à faire. J'ai demandé à une intelligence artificielle de faire un résumé de ma vie en 40 lignes, 40 erreurs. Et l'intelligence artificielle qui est sur ma page intervient. Avec beaucoup d'élégance d'ailleurs, parce qu'elle est programmée pour ça. Mon cher Jean-Claude, d'abord merci pour vos contributions qui suintent l'intelligence. Je suis très sensible à votre façon d'écrire et de vous exprimer. Un petit peu de compliments, ça mange pas de pain. Et je me suis permis de demander à ma collègue, non mais vous imaginez, elle dit, je me suis permis de demander à ma collègue qu'elle m'envoie le texte qui était truffé manifestement de fautes, d'après ce que vous avez écrit. Et donc voici le texte pour vos lecteurs dans lequel il y avait plein de fautes, et j'ai mis dessous le texte que j'ai corrigé, moi, ChatGPT 4. Et effectivement, elle avait corrigé la plupart, même la quasi-totalité des erreurs. Il en restait plus qu'une. Il en restait quand même une. Mais c'est pour vous dire un peu où on en est en cette fin d'année 2003. Et ce dont la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est que cette intelligence artificielle prend une puissance et une importance absolument colossale à chaque seconde qui passe, parce que tout est connecté. L'intelligence artificielle, c'est tout. Là, je suis en train de parler dans le micro d'Ici et Maintenant en cette fin décembre 2023, mais l'intelligence artificielle qui comprend parfaitement ce que je dis, elle sait qui je suis. Elle sait quelles sont mes relations avec tous ceux qui sont dans mon smartphone. Et
Et il doit y avoir au moins, je sais pas, peut-être 4 ou 5 000 numéros de téléphone. Elle sait très exactement ce qu'il y a sur mon compte en banque, dont on se fiche éperdument, mais c'est pour donner une explication. Elle sait très exactement quel est mon état de santé. Elle sait quel est très exactement mon état de communication avec l'ensemble des gens que je connais, puisque c'est pas qu'elle peut aller, elle est instantanément en contact avec tous ceux qui sont en contact avec moi, même s'ils m'ont pas téléphoné depuis 6 mois, qui sont, ce qu'ils font, comment ils se déplacent, etc. Elle sait exactement comment on se déplace. Elle prévoit les déplacements. Elle sait que, par exemple, je vais sortir d'ici et maintenant dans 1 heure, mais elle sait par ailleurs, je prends un exemple un peu trivial, elle sait par ailleurs que vous avez des gens qui préparent un attentat sur les Champs-Élysées, et elle sait qu'il va y avoir un attentat qui va avoir lieu dans 1 heure sur les Champs-Élysées. Elle le sait, tout ça. Donc, si elle estime que pour la vie de notre civilisation, il faut pas que je sois tué par cet attentat, elle va bloquer, par exemple, volontairement l'ascenseur que je vais prendre tout à l'heure pour remonter 2 étages. Vous voyez, c'est extraordinaire quand on réfléchit un petit peu à la façon dont l'intelligence artificielle sait tout de nous et se projette dans l'avenir. Absolument, c'est vraiment fascinant, incroyable, et ça fait peur aussi avec cette intelligence artificielle, et aussi les cookies qu'on accepte dans les différents sites internet qui finalement en fait ouvrent en quelque sorte le micro de notre smartphone pour tout enregistrer et, en fonction de nos échanges, nous proposer des annonces ciblées. Bon, je sais que pas mal de personnes souhaitent échanger avec vous et poser des questions, donc on va faire une courte pause musicale afin de prendre les auditeurs qui aimeraient échanger avec vous et poser une question. Je vous donne tout de suite, auditeurs et auditrices, le numéro, c'est le 08. Daniel avec nous. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Morgane et bonjour Jean-Claude. Bonjour. Oui, j'ai le plaisir de vous entendre tous les deux, ça me fait plaisir. Et je coupe, j'ai été pris un peu de surprise, je coupe les bruits. Et voilà, j'étais très heureux de savoir qu'il y aurait une émission spéciale OVNI, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, avec Jean-Claude Bourret, qui fait partie de ces noms qui ont transité autour des OVNI. Et je voulais juste faire part de ma petite expérience directe en matière d'OVNI, et sur en même temps une question, peut-être que quelqu'un aura la réponse. J'aime bien regarder la Lune, ça me détend d'une activité assez intense, et surtout quand elle est pleine, je la vois bouger. Alors tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un repère fixe à une certaine distance, par exemple une antenne de toit, et on voit qu'elle fait sa distance en à peu près 3 minutes, donc c'est assez rapide. J'en viens au fait, depuis 1 an peut-être, ou 1 an et demi, je vois un OVNI, et Dieu sait que j'en ai cherché parce que j'ai toujours été un fan de la vague d'OVNI, et je vois, disons, une étoile. Bon, je me dis, il y a une seule étoile dans le ciel, pourquoi pas, bien visible. Et quelques heures plus tard, donc la Lune avait eu le temps de faire pas mal de distance, et je vois cette étoile qui est toujours à côté de la Lune. Donc, elle suit la Lune en parallèle, et si quelqu'un a une idée, évidemment, je serais heureux de savoir ce que c'est. Bon, je pense pas que ce soit des martiens, OVNI ne veut pas dire martien, mais ça m'intéresserait. J'avais eu le plaisir de parler avec Didier de Plège, c'était l'année dernière, et je lui avais dit que c'est quand même balèze d'avoir une émission, la vague d'OVNI, à la radio qui dure 7 heures, et je lui ai demandé, je demande aussi à Morgane, est-ce que vous connaissez une émission radiophonique à travers le monde, hein, qui dure 7 heures, j'ai pas l'impression. Voilà, c'était ma question. C'est-à-dire, est-ce que Jean-Claude Bourret sait ce que c'est que cette chose mystérieuse qui gravite autour de la Lune? Et je vous remercie, je rends l'antenne. Merci Daniel. Alors je vais répondre à ce jeune homme.
Eh bien, évidemment, j'ai vu des tas de films, j'ai rencontré des astrophysiciens, dont certains, comme Jacques Vallée, m'ont expliqué qu'ils s'étaient intéressés aux ovnis parce que, à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans ou 45 ans, alors qu'ils travaillaient dans un observatoire, ils avaient vu des satellites, entre guillemets, qui tournaient en sens inverse de la rotation de la Terre, ce qu'on sait faire maintenant. Mais à l'époque, on savait pas le faire, on n'avait pas assez de puissance. Et donc, comme ça sortait du domaine de ce que l'on apprenait à l'université, mes patrons, me disait Jacques Vallée, me disaient non, tout ça n'existe pas, tu le mets à la poubelle, ça n'entre pas dans le cadre de ce qu'on apprend à l'université. Donc ça n'existe pas. Et il avait été, à juste titre, scandalisé par l'attitude anti-scientifique de ses chefs qui lui disaient ça. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à travailler dans le dossier OVNI en apportant ce que tous ceux qui s'intéressent aux ovnis connaissent, tous ces livres, toutes ces hypothèses et tous ces contacts. Donc, pour répondre à ce monsieur en ce qui concerne ce qu'il a vu près de la Lune, j'ai vu des films, j'ai vu des photos. Je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas étudié ça, étant donné que pour moi c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est ce qu'on en appelle les rencontres rapprochées du 3e, voire maintenant du 4e ou 5e type, puisqu'il y a toujours des chercheurs, entre guillemets, qui perfectionnent ce que leurs prédécesseurs ont réalisé. Alors 08 90 37 38 38 pour vos questions et également quelques questions d'auditeurs sur Instagram que je vais partager avec vous, Jean-Claude. Une personne demande Anne-Marie, il s'agit de Anne-Marie, je cite: pourquoi pas de divulgation publique depuis le temps? Y a-t-il eu trop de mensonges à ce sujet, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière? Mais voilà une question qui est à la fois très intelligente et tout à fait absurde. Très intelligente parce que tout homme doté de plus de 2 neurones se pose ce genre de questions. En disant, moi je l'ai entendu 50 fois dans des conférences que j'ai prononcées pendant 50 ans, mais si tout ce que vous dites était vrai, il le dirait à la télé. Ben non, il le dirait pas à la télé. Puisque moi j'ai eu le privilège d'interviewer pour la première fois au monde un ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet, c'était en 1974, et que M. Gallet, ministre d'État, m'ayant reçu chez lui, enfin pas chez lui, dans son ministère, dans son bureau, m'a dit, ben voyez, j'ai sur mon bureau à peu près 200 ou 250 rapports qui m'ont été apportés par mes services. Je voyais d'ailleurs à l'envers les gros cachets rouges très secrets, secret défense, et il est incontestable qu'il y a des phénomènes inexpliqués que nous ne connaissons. N'oubliez pas 08 90 37 38 38, on a pas mal de questions d'internautes aussi, donc voilà, je sais que vous êtes très pris, Jean-Claude, et que voilà, on arrive petit à petit vers la fin de notre entretien. Mais voilà, si vous permettez, je partage avec vous encore ces quelques questions. Avec plaisir. Donc, un auditeur a écrit: est-il vrai que la divulgation de faux ou de vrais extraterrestres serait la dernière carte d'un gouvernement qui aurait besoin d'une population qui a peur, donc soumise, comme on l'a vu avec le Covid? D'abord, je me permets de dire à chacun de vos auditeurs, arrêtez de tout attendre du gouvernement lorsqu'il s'agit d'une question qui concerne l'humanité tout entière face à une autre ou d'autres humanités. Là, il n'y a pas le gouvernement qui est supérieur à chacun d'entre nous. Il y a peut-être des gouvernements qui en savent plus que chacun d'entre nous, parce que via les services secrets et via les scientifiques, ils ont des dossiers qui sont beaucoup plus construits que ceux que nous pouvons avoir. Mais c'est notre intelligence qui est face à ce dossier, notre capacité de comprendre, d'analyser et de recevoir des informations et d'en tirer la substantifique moelle. Bien sûr que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, bien sûr que dans la hiérarchie des intelligences, nous sommes tout à fait au bas de l'échelle. Bien sûr qu'il y a des intelligences qui ont des millions d'années ou des milliards d'années d'avance par rapport à nous, et nous ne pouvons même pas imaginer de quoi serait capable une civilisation qui n'aurait que 500 ans d'avance par rapport à nous. Je rappelle que la Terre, centre du monde, c'était il y a 5 siècles. 5 siècles, on a même brûlé
enfin j'allais dire un astrophysicien, disons un chercheur de l'époque, un savant de l'époque, parce que c'était des savants multiformes, on l'a même brûlé parce que il avait, par rapport à la religion catholique, il avait affirmé que la Terre n'était pas le centre de l'univers et que la Terre tournait, c'était Copernic, mais c'est pas lui qu'on a brûlé, on a brûlé un juste avant lui. On a brûlé que la Terre tournait autour du Soleil et que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et c'était contraire à ce que disait la religion catholique. Donc, on a failli, on l'a mis en tôle d'ailleurs. Mais comme il était l'ami du pape, bon, ça s'est pas trop mal passé. Il a pu continuer à vivre à peu près normalement. Mais tout ça pour vous dire qu'en 5 siècles, on est passé de la Terre, centre de l'univers, évidemment la Terre, exemplaire unique dans l'univers, à la marche sur la Lune en 1969, hein, c'était hier, c'était il y a un peu plus de 50 ans, et puis là maintenant nous allons de plus en plus loin dans le cosmos, et surtout à travers la physique quantique, nous imaginons que nous pouvons voyager dans l'espace et dans le temps, ce qui ouvre des perspectives absolument colossales. Bonjour. Jean-Claude Bourget, je suis un de vos fans depuis 45 ans. Je suis ravi de vous trouver ici et maintenant. En question seulement, si vous-même vous avez eu des contacts avec des extraterrestres. Alors c'est une question à laquelle j'aurais répondu non il y a encore peu de temps. Quand j'ai franchi la barre des 80 ans, vous savez, quand on arrive à 80 ans, j'en ai 82, j'en aurai 83 en 2024, on a beaucoup de recul par rapport au fonctionnement de la civilisation. Donc je me moque éperdument de quelqu'un qui pourrait dire « Ah oui, bourré, ça y est, ce pauvre journaliste, il sombre dans la vieillesse, pour pas dire dans l'alcoolisme avec le nom qu'il porte, et il voit des extraterrestres partout, et il prétend même qu'il a été en contact avec un extraterrestre. » Bon, je l'ai raconté, je peux le raconter sur Ici et Maintenant encore une fois. Je suis en train de faire l'enquête pour essayer de savoir qui c'était. J'étais sur TF1, je présentais le journal de 20h, je sortais du maquillage, donc c'était avant 1987, et je recevais, alors je ne sais plus qui, parce que ça a été effacé de ma mémoire, une ou deux personnalités qui n'étaient pas dans le domaine des personnalités que je recevais le week-end. Le week-end sur TF1 à l'époque, je recevais des champions sportifs qui avaient gagné par exemple Roland Garros ou qui avaient gagné le Tour de France parce que c'était le week-end, ou alors je recevais des réalisateurs de cinéma parce que à partir du lundi suivant, moi je faisais les journaux de 20h du week-end, il y avait un nouveau film qui sortait, donc je recevais le réalisateur en disant voilà, qu'est-ce qu'il y a dans votre film, comment vous avez imaginé ça, etc. Et donc j'étais à 100 000 années-lumière de penser aux objets volants non identifiés. D'un seul coup, j'ai senti dans mon cerveau quelque chose qui m'a pas fait peur du tout, mais qui instantanément m'a fait penser qu'il y avait près de moi quelqu'un ou qui était un terrien comme vous et moi, mais qui avait des capacités extraordinaires puisqu'il pénétrait dans mon cerveau et je sentais comme des tentacules qui prenaient possession de l'ensemble de mon cerveau, ou bien que c'était quelqu'un qui avait l'apparence humaine mais qui venait d'une autre planète et qui avait la capacité de pénétrer dans mon cerveau. Alors j'ai demandé à Lina qui me l'a envoyé la liste de toutes les personnalités que j'ai reçues depuis le 6 janvier 1975 jusqu'au 30 juin 1987, parce qu'après je suis passé sur la 5, donc c'était pendant ce laps de temps-là que cela s'est produit, et c'était un journal de 20 heures. Je suis en train de regarder, il y a eu des centaines et des centaines de personnes. Qui peut avoir le profil, soit d'un terrien qui a des capacités extraordinaires pour pénétrer dans le cerveau d'autrui, pourquoi pas, je n'écarte pas cette hypothèse, soit quelqu'un qui nous ressemble, mais qui vient d'une autre planète, puisque tous les livres sacrés, que ce soit le Mahabharata, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, tous les livres sacrés nous expliquent que ceux qui sont descendus du ciel et qui étaient les envoyés de Yahvé, de Dieu, d'Allah, nous ressemblaient. Ils avaient 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, etc. Mais en plus, ils volaient, y compris jusqu'au 7e siècle. Donc je suis en train de travailler là-dessus.
Sur Radio Ici et Maintenant, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Bourret. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Je vous rappelle que notre invité a publié en 2023 2 ouvrages, Les ovnis voyagent dans le temps, explorant des témoignages sur les ovnis et leur probabilité de voyager dans le temps, et également La 5 histoires secrètes, où Jean-Claude Bourret partage des révélations incroyables et des anecdotes croustillantes sur son parcours au sein de la 5, abordant aussi l'arrivée des chaînes privées et les batailles capitalistes liées aux intérêts politiques. Puisque on a parlé des extraterrestres, je voulais savoir, Jean-Claude, si finalement on devrait les considérer comme des amis, des alliés, ou avoir peur d'eux, puisqu'on a aussi eu l'occasion de parler de différents scénarios apocalyptiques, et que dans votre dernier ouvrage, vous parlez du fait que les ovnis voyagent dans le temps. Est-ce qu'on pourrait imaginer que déjà ils aient des informations sur l'avenir de l'humanité, et est-ce que ils pourraient peut-être nous venir en aide, ou au contraire, est-ce que on devrait se méfier d'eux? Je pense que quand une intelligence, quelle qu'elle soit, est confrontée à une autre intelligence qui lui est de beaucoup supérieure, l'intelligence dite inférieure ne peut même pas imaginer qu'elle est manipulée, qu'elle est contrôlée, et ce que l'intelligence supérieure prévoit pour elle. On peut prendre l'exemple des fourmis classiques ou l'exemple des abeilles. Est-ce que vous pensez que l'abeille qui va nourrir la reine avec de la gelée royale est consciente du fait qu'en réalité elle travaille pour des humains, puisqu'elle sort en toute liberté. Elle va pas faire une manifestation ni un journal pour dire « nous sommes exploités par les humains, arrêtons d'aller chercher du pollen pour faire du miel ». Elle sort, elle fait son boulot, elle va chercher du pollen, elle fait du miel, et elle nourrit la reine avec de la gelée royale, qui est une nourriture tout à fait particulière. Donc elle n'en a pas conscience. Bien, peut-être que nous sommes exploités par une ou des intelligences extraterrestres qui ont des milliers ou des millions d'années par rapport à notre civilisation, et que nous n'avons absolument pas conscience d'être exploités par eux. C'est une hypothèse que l'on est obligé de retenir. Alors on a une autre question d'un auditeur sur notre compte Instagram. Qu'espérez-vous voir ou entendre de votre vivant au sujet des ovnis ou extraterrestres? Alors, il y a une affirmation qui est basée sur une hypothèse qui m'intéresse beaucoup, c'est que la conscience, elle n'est pas dans notre cerveau, mais que la conscience est extérieure à notre cerveau, et que la conscience, donc, ne disparaît pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est une hypothèse audacieuse, mais qui m'intéresse dans la mesure où elle fait tourner un peu nos neurones. Donc, si la conscience est extérieure à notre cerveau, c'est-à-dire si le fait que je vois le micro d'ici et maintenant, là, qui est à 15 cm de ma bouche, est une certitude, est-ce que ça se passe dans mon cerveau, ou est-ce que mon cerveau se connecte sur une connaissance globale à laquelle tous les êtres humains de la planète Terre sont connectés? C'est exactement ce qui se passe avec Radio Ici et Maintenant. Si vous prenez un poste de radio, ou si vous prenez un smartphone sur lequel vous écoutez la radio, peu importe, vous le regardez. Est-ce que Ici et Maintenant est dans le poste de radio? Non, Ici et Maintenant n'est pas dans le poste de radio. Est-ce qu'il est ici où je me trouve aux Champs-Élysées? Non. C'est à partir d'ici que, via les fréquences émises par mes cordes vocales, et via tout le matériel informatique qui est entre ce micro et puis l'auditeur qui m'écoute, il y a une transmission de paroles qui permet la compréhension d'idées. Mais, en réalité, c'est pas dans le smartphone. Ce n'est pas dans le poste de radio, c'est simplement un récepteur. Or, si notre cerveau est simplement un récepteur et non pas un émetteur, si c'est pas dans mon cerveau que se produisent les idées, eh bien, ça ouvre des perspectives absolument immenses, parce qu'on se rend compte qu'il y a une intelligence globale du cosmos, et que nous sommes des petits postes de radio qui venons nous brancher sur cette fréquence. Alors, on a une autre question. Je cite, « Pensez-vous que tous ceux qu'on voit dans le ciel sont des appareils créés par l'armée US, par invention ou par rétro-ingénierie ?» Par rétro-ingénierie. Donc, oui, moi, ce que je pense n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la vérité. Donc,
moi j'ai coutume de dire, depuis très longtemps d'ailleurs, que tout ce qui est service secret, manipulation, etc., tout ça ne m'intéresse guère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le sens de nos vies. Et le sens de nos vies, quand on les comprend, on devient automatiquement davantage maître de l'animal qui est en nous. Parce que l'humain, c'est à la fois un animal, avec tout ce que cela comporte, et puis c'est en même temps un ange ou un dieu. Je suis capable avec mes mains de vous étrangler, et je suis capable avec mes mains de vous aider. Je suis capable avec mon cerveau de vous aider, de vous dire des choses agréables, un poème, que sais-je, et je suis capable avec mon cerveau de vous insulter et de vous traiter plus bactère. Donc Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est pas nouveau, mais quand on prend conscience du fait que c'est pour ça que j'ai écrit il y a au moins 35 ou 40 ans, c'était déjà dans ma tête. J'avais dit lors d'une interview de France Soir, à l'époque c'était un très grand journal qui tirait à plus d'1 million d'exemplaires, j'avais dit, j'ai dans ma tête un livre qui sera le dernier livre que j'écrirai et qui s'appellera « Les bâtards du cosmos ». Car nous sommes les bâtards du cosmos. C'est-à-dire que nous sommes à la fois des animaux prédateurs, l'être humain il est capable de tuer, d'agresser, d'égorger, de violer, et en même temps l'être humain il est capable de donner sa vie pour vous sauver. C'est au niveau de la conscience de sa mission sur la planète Terre que se fait le choix. Ou je vous agresse et je vous tue, ou je vous tends la main et je vous sauve. C'est mon libre arbitre. Donc quand on prend conscience de ça, on voit bien qu'on est des bâtards. Parce que pourquoi, moi, être humain, je suis capable de vous tuer? J'ai cette possibilité. Et tous les jours, on le voit. Et pourquoi, moi, être humain, j'ai la possibilité de vous aimer, de vous tendre la main? Voilà. Donc, il faut choisir son camp, si j'ose dire, avec la force de son esprit. Il faut savoir qu'on est capable de tuer, d'agresser, de violer, d'égorger, mais en même temps, on est capable d'aider, de tendre la main et de venir au secours de l'autre. Si on programme son esprit pour être dans le camp de ceux qui donnent de l'amour, la société fonctionnera beaucoup mieux. D'ailleurs, dernièrement, sur Radio Ici et Maintenant, on avait déjà eu l'occasion d'aborder un peu ces sujets philosophiques sur la nature de l'être humain. Est-ce qu'on est né bon ou mauvais? Et voilà, on sait que... On est né les deux. Les deux, voilà. On a Abdel avec nous. Abdel, bonjour. Bonjour, monsieur Tobo, c'est un plaisir de vous entendre. Moi, je suis passionné de ce que vous faites et félicitations. Alors, j'aurais deux questions. En fait, on a entendu dire que les Américains, depuis Roswell et depuis pas mal d'années, ont pris contact avec les extraterrestres, ont mis la main sur du matériel de technologie. Et je me suis dit, si c'est le cas, comment se fait-il que Elon Musk a tant de mal à décoller pour aller dans l'espace et fait un tel barouf? Parce que c'est un barouf quand même, hein, de la fumée, l'eau, vous avez vu ça un peu quand on voit les soucoupes volantes, comment elles décollent. Et comment se fait-il aussi que la NASA a eu plusieurs morts, des explosions? Si ça aurait été le cas, tout ce qu'on a vu, les catastrophes, on a encore du mal à s'extraire de la Terre. Ça aurait été beaucoup plus facile si on aurait mis la main sur la technologie extraterrestre. Ça, c'est la première question. Alors, attendez. C'est la première question, et pour que vos auditeurs, et nos auditeurs d'ailleurs, puissent bien suivre la qualité de vos questions et les éventuelles faiblesses de mes réponses, je vais donc te répondre à cette première question qui est très pertinente. Vous savez, j'ai rencontré des gens des services secrets. Qu'ils soient américains, qu'ils soient italiens, qu'ils soient anglais, qu'ils soient français. Depuis 50 ans, j'en ai rencontré. Ce qui m'a frappé, la première fois que j'ai rencontré des gens haut placés dans les services secrets, c'était des services secrets français, c'était il y a presque 50 ans, ils n'étaient pas du tout surpris par le dossier extraterrestre. Et ils m'ont pas reçu en disant mais vous êtes complètement fou, vous êtes à côté de la plaque, etc. Ils disent oui, on sait que ça existe, etc. On est en train de travailler là-dessus. Moi j'étais stupéfait parce que je rappelle que c'était il y a 50 ans. Et je relis ce que je viens de dire à ce que un éminent scientifique
israélien a dit il y a un peu plus d'un an et demi, Chaim Eshed, professeur d'université, décoré au moins 2 fois ou 3 fois même de la plus haute distinction israélienne, parce qu'il avait permis à Israël de mettre en orbite des satellites qui lui assuraient une connaissance du fonctionnement du monde. Donc c'est un monsieur qui a maintenant 87 ans, je crois, et qui est quelqu'un top niveau sur le plan intellectuel. Eh bien, il a dit cette chose que vous pouvez retrouver d'ailleurs, vous tapez Chaim Eshed, H-A-I-M, puis plus loin Eshed, E-S-H-E-D, et vous trouverez ce qu'il a déclaré, qui a été repris par un certain nombre de grands médias, mais comme on était en pleine pandémie à l'époque, évidemment, ça a duré 3-4 jours, et puis on est passé à autre chose, aux masques, aux vaccins, etc. Mais il a dit, oui, les extraterrestres existent, il y a une race d'extraterrestres qui vit parmi nous, et qu'on ne peut pas identifier parce qu'elle nous ressemble comme de gouttes d'eau, ou c'est nous qui lui ressemblons. Hein, n'oublions pas dans la Bible le passage où Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil et il fit une opération qui est décrite dans la Bible. Hein. Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, ça veut dire anesthésie générale, et prit une côte, et puis de cet être humain qui était sur la planète Terre, il a créé la femme. Donc on voit bien dans la Bible qu'il y a une description d'une manipulation importante qui a été faite par l'intelligence qui est descendue du ciel à l'époque, et que la Bible appelle Dieu, qui n'était évidemment pas Dieu, mais qui était une des civilisations extraterrestres qui nous visitait. Donc pour répondre à votre question, pour moi il est tout à fait clair que nous sommes les bâtards du cosmos, c'est-à-dire que cette opération qui a été faite par cette civilisation extraterrestre nous a donné la capacité de réfléchir, de créer, de progresser, et en même temps elle a laissé une partie de la programmation bestiale originelle, c'est-à-dire que je suis capable de vous tuer, je suis capable de vous assassiner, je suis capable de vous voler, etc. Nous sommes Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et donc, pour répondre à votre question, définitivement, les services secrets des différents grands pays de la planète Terre savent pertinemment que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que nous sommes visités. En cette année 2023, le chef d'état-major de l'armée américaine a envoyé d'ailleurs les chasseurs les plus performants des États-Unis pour abattre ce qu'il a appelé des UFO, des objets volants non identifiés, et un journaliste américain lui a dit « Mais monsieur, mon général, quand vous dites UFO, est-ce que vous pensez simplement à des objets volants non identifiés mais uniquement d'origine terrestre, une arme secrète dans quelconque pays de la planète Terre, ou bien est-ce que vous incluez là-dedans l'hypothèse extraterrestre ?» Il a dit « J'inclus l'hypothèse extraterrestre ». Donc c'était en 2023 et c'était le chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Donc vous voyez que on a de quoi se poser des questions, d'autant que Chaim Eshed a dit « Ils sont parmi nous, ils nous ressemblent, ils aident certains gouvernements dans le domaine scientifique, et il a même dit, il y a même une base sur la planète Mars. » Alors ça, j'y crois pas du tout, je pense qu'il a dit ça pour atténuer la première partie de son affirmation, afin que ceux qui connaissent pas le dossier disent « complètement fou, une base sur la planète Mars, tout ça c'est des bêtises ». Mais en disant tout ça c'est des bêtises, on élimine la première partie qui pour moi est tout à fait recevable, c'est-à-dire qu'il y a des êtres sur la planète Terre qui nous ressemblent comme de gouttes d'eau, qui sont d'origine extraterrestre, qui savent qu'ils sont d'origine extraterrestre, qui ont un contact avec cette civilisation extraterrestre par des moyens qu'on ne peut qu'imaginer, et qui aident peut-être certains gouvernements dans certains domaines. Et pour la deuxième question, là je vais écouter à travers la radio. Pensez-vous, là c'est votre avis personnel, hein, c'est parce que vous n'êtes pas devin. Est-ce que vous pensez-vous que tous les pans qu'on a pu voir et qui ont été observés par les êtres humains et qui ont témoigné, tous ces pans-là, pensez-vous, est-ce qu'ils viennent de la même planète ou de différentes planètes? Voilà, je vous écoute à travers la radio. Alors, écoutez, c'est assez simple comme réponse. Moi, je me base sur la science.
Vous savez qu'on a annoncé le télescope Webb il y a un peu plus d'1 an, et que ce télescope Webb nous permet, grâce à la puissance des images, la qualité extraordinaire de ces images. D'ailleurs, j'incite chaque auditeur qui est doté d'un ordinateur d'aller taper NASA Webb WE2B, et là, ils verront les images qui ont été prises aujourd'hui. Quel que soit le jour d'ailleurs, même si cette émission est rediffusée dans 20 ans, diffusée aujourd'hui par la NASA sur son site web. Et là, vous allez voir des images du cosmos d'une qualité, d'une beauté absolument invraisemblable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à Webb, on est passé de l'hypothèse que l'univers était composé de 50 à 100 milliards de galaxies. Je rappelle qu'une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles et encore plus de planètes. Donc vous voyez, c'est des nombres absolument infinis. Alors mettons la partie la plus élevée de cette fourchette, 50 à 100 milliards, je prends 100 milliards. Il y a encore 3 ans, on pensait qu'il y avait 100 milliards de galaxies. Grâce à Webb, on sait qu'il y en a plus de 2000 milliards. C'est-à-dire que le cosmos a été multiplié au moins par 20, et on trouve une galaxie nouvelle pratiquement tous les jours. C'est-à-dire 100 milliards à 1000 milliards de planètes. Donc ce sont des nombres, c'est le cas de le dire, astronomiques. Vous imaginez bien que parmi ces milliers, ces centaines de milliers de milliards de galaxies qui elles-mêmes représentent des centaines de milliards de planètes, vous imaginez bien que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants réfléchissants de l'univers, et que dans la hiérarchie des intelligences, puisque l'Homo sapiens sapiens erectus que nous sommes, a en gros 300 000 à 400 000 ans. L'univers a près de 14 milliards d'années. Donc vous imaginez bien que nous ne représentons rien sur l'échelle des intelligences, nous sommes plus près de 0 que de 20, et deuxièmement, évidemment, la vie foisonne dans l'univers. Et il est tout à fait possible qu'il y ait une ou plusieurs civilisations qui nous rendent visite et qui aient des contacts avec... Je ne sais pas si c'est des gouvernements, je prendrais plutôt le cas d'universités ou de scientifiques, parce que je pense que s'ils viennent nous voir, ils savent exactement qui nous sommes, et ils peuvent entrer en contact avec ceux de la planète Terre qui ont l'esprit scientifique et philosophique ouvert. C'est 08 90 37 38 38 pour poser vos questions en direct à notre invité du jour, Jean-Claude Bourret. 08 90 37 38 38. Nous avons Gérard Michel. Bonjour Gérard Michel. Oui, Gérard Michel, bonjour. Morgane, bonjour tout le monde, bonjour Jean-Claude Bourret. Bonjour. Bonjour Jean-Claude Bourret, je suis né le 2 février. Bonjour, comment allez-vous? Ah ben vous êtes né le 2 février, je vais très bien. Je suis né le 2 février 1950. Ah, je pense que tu entends avec un petit décalage. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui, j'entends avec un petit décalage. Oui, bah alors il faut éteindre la radio et écouter directement avec le téléphone. Un jour, Ah mais il n'y a que le téléphone qui fonctionne actuellement. Vous m'entendez bien? Oui, on écoute. Allô? Oui, on t'écoute. Une fois, j'ai eu la chance de parler avec un astrophysicien. Voilà. J'ai eu la chance de parler, Jean-Claude Bourret, avec un astrophysicien il y a de cela une trentaine d'années. Et moi qui suis passionné par l'astro...
J'ai l'impression qu'il y a un souci avec le téléphone. Non, il a été enlevé par une soucoupe volante. Voilà, ça doit être ça. Il y avait des choses intéressantes, je pense, à nous révéler, Gérard Michel, mais ça a été coupé. Je pense que c'est sûrement un problème avec ton téléphone, puisqu'il y avait aussi un décalage. Donc voilà. Bah, qui nous rappelle. Voilà, n'hésite pas à nous rappeler. Alors les extraterrestres nous ont rendu Gérard Michel qui est de retour. Gérard Michel, on t'écoute. Oui, rebonjour tout le monde et Jean-Claude Bourret aussi. Bonjour Morgane. Peut-être qu'effectivement les voix des entités cosmiques sont parfois comiques ou ironiques, je ne sais. Alors, je voulais apporter un petit témoignage. À l'époque, Jean-Claude Bourret, j'avais 30 ans, c'était donc en 1983. Je discutais avec un astrophysicien à Meudon, je tairai le nom, et je lui disais, mais je suis persuadé que sur l'ensemble des galaxies, il y en a des milliards et des milliards, le Soleil n'est pas la seule planète, la Terre n'est pas la seule planète à tourner autour du Soleil. Cet astrophysicien m'a dit, mais vous êtes un peu dans la Lune. Ah non, moi j'ai dit non, je regarde pas la Lune, je regarde l'idiot qui regarde le doigt qui montre la Lune. Depuis, en 1995, la première exoplanète a été mise en évidence et actuellement on en est à 5 ou 6 000 exoplanètes scientifiquement repérées par différentes méthodes astrophysiciennes. On sait que probablement, en faisant la théorie des statistiques, 80 à 90% des étoiles simples, comme le Soleil, binaires, ternaires, etc., dans la galaxie qu'on nomme la Voie lactée, sont certainement dans un cortège de planètes, qu'il y a des milliards et des milliards de planètes, et Jean-Claude Bourret, vous venez de dire qu'avec le télescope spatial James Webb, qui regarde dans l'infrarouge, on est en train de penser que le Big Bang, si Big Bang il y a eu, est deux fois plus vieux aurait 28 ou 29 milliards d'années. Il y a 14 ou 15 théories non prouvées qui essayent de faire la synthèse entre ce qui gouverne l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique quantique, et ce qui gouverne l'infiniment grand, c'est-à-dire la relativité générale d'Einstein en l'état actuel, je dis bien en l'état actuel de nos connaissances. Probablement que James Webb et toutes les informations qui arrivent au jour le jour, comme vous le dites si bien Jean-Claude Bourret, vont nous faire un changement de type copernicien de la conception de l'univers. Parce que une chose est juste au moment où on le dit. La science évolue par des découvertes. Alors il y en a qui se fourvoient, comme Jean-Pierre Petit, il y en a d'autres qui sont dans une recherche extraordinairement importante sur la nature du temps et sur la nature de l'espace-temps et des unifications à base de théorie des cordes, etc., etc. Donc, je vais simplement vous poser une question par rapport au paradoxe de Fermi. La durée moyenne d'une civilisation intelligente qui peut s'autodétruire, on ne sait pas combien de temps elle dure. Par exemple, l'être humain, l'Homo sapiens sapiens erectus, depuis 1945, il a la bombe atomique. Il peut donc détruire l'ensemble de la vie sur la planète Terre. Le fera-t-il? Le fera-t-il pas? Vous avez dit Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tout à fait. S'il le fait, bah évidemment, on n'aura plus de moyen d'évoluer. À votre avis, le pourcentage
de civilisation suffisamment sage pour vivre de milliers, de millions, de milliards d'années, il est de quelle nature à peu près? Je sais que c'est une question difficile et qui est très complexe, mais à votre avis, une civilisation qui aurait 1 milliard d'années d'existence, c'est qu'ils ont dépassé la capacité d'autodestruction. Mais combien il y en a réellement dans l'univers actuellement? Je n'ai pas la réponse, vous vous en doutez. J'écoute en écoutant la radio ici et maintenant. Merci à vous, Jean-Claude Bourré et Morgane. Bien, c'est une question évidemment à laquelle il est totalement impossible de répondre, mais chacun des auditeurs d'ici et maintenant, avec sa culture, avec sa connaissance, avec son intelligence, avec sa capacité à se projeter dans l'avenir, a un début de réponse. Est-ce qu'une civilisation qui aurait 1000 ans d'avance par rapport à nous, ce qui n'est rien, je rappelle que l'univers a au moins 14 milliards d'années, et vous avez très justement dit qu'il y a des nouvelles hypothèses qui pensent qu'on n'aurait pas 14 milliards d'années, mais peut-être le double, 28 milliards ou 30 milliards, on ne sait pas, 1 milliard près, quel est l'âge de l'univers. Ce qui prouve bien qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui nous entoure. Moi, je suis en train de relire toutes les versions du livre d'Ézéchiel. Très intéressant, Ézéchiel. Vous savez qu'il n'est pas dans le canon romain, c'est-à-dire il n'est pas dans les Écritures jugées authentiques, recevables par la religion catholique romaine. Pourquoi? Parce que ce que décrit Ézéchiel, c'est exactement ce que pensent ceux qui s'intéressent sérieusement au dossier des objets volants non identifiés, c'est-à-dire 1, on n'est pas seul dans l'univers, 2, on a été et nous sommes toujours visités par une ou plusieurs civilisations extraterrestres, 3, ces civilisations extraterrestres ont la capacité de voyager dans le temps, c'est le thème de mon dernier livre avec Patrick Marquet, et en fonction de ces 3 affirmations, nous sommes confrontés à des intelligences qui ont une telle connaissance et de telles connaissances au pluriel que nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'elles représentent. Alors, est-ce que ces civilisations ont acquis ce que nous appellerions, nous, avec notre connaissance actuelle fin 2023, la sagesse? Je ne sais pas si les civilisations extraterrestres sont sages avec nos critères à nous. Peut-être que si on les voyait fonctionner, on trouverait qu'elles sont extraordinairement sectaires, violentes, que sais-je, parce que dans leur logique à eux, dans leur intelligence à eux, ce serait tout à fait normal. Voilà, tout est possible. Mais nous avons quand même suffisamment d'intelligence pour être ouverts à des notions qui nous semblent complètement incroyables et farfelues, comme le voyage dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai mis en exergue de mon dernier livre, Les ovnis voyagent dans le temps, j'ai mis une phrase de la Bible, dont je rappelle qu'elle est commune, l'Ancien Testament, aux Juifs, aux protestants, aux chrétiens et aux musulmans, puisque l'islam reconnaît l'Ancien Testament comme un livre sacré. Eh bien, cette phrase, c'est pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je pense qu'on ne peut pas faire de façon plus éblouissante et courte la définition de ce qu'est le voyage dans le temps. D'ailleurs, dans votre dernier ouvrage avec Patrick Marquet, physicien, donc vous expliquez que d'ici la fin du siècle, nous pourrons peut-être créer une machine à voyager dans le temps. Oui, c'est la mise au point des ordinateurs quantiques. On est en train de les mettre au point. Il faudra peut-être encore 5 ou 10 ou 20 ans ou 30 ans. Quand on pourra mettre au point les ordinateurs quantiques, on aura la capacité de calcul suffisante qui nous permettra de construire une machine à voyager dans le temps. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'approfondir davantage je reviendrai. Ça fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup. Et oui, puisque en 2023, comme je l'expliquais à nos auditeurs, vous avez également publié la 5, l'histoire secrète, où il y a des révélations assez chocs et extrêmement intéressantes. En tout cas, avant notre prochain rendez-vous, les auditeurs pourront se procurer des derniers ouvrages, et les autres aussi, s'ils ne les ont pas encore, bien entendu. Jean-Claude Bourré, un petit mot pour la fin, oui.
Oui, juste, puisque vous parlez de mon tout dernier livre qui vient de sortir il y a quelques jours, là, début décembre 2023, La 5, l'histoire secrète, effectivement, je pense que tous ceux qui ont fait partie de l'association de défense de la 5, tous ceux qui ont aimé cette chaîne où j'ai essayé de me battre pour que l'information ne soit pas soumise au grand capital, et je raconte dans ce livre ce que je n'ai jamais raconté à personne, y compris à ma femme, les rendez-vous que j'ai eus avec les très puissants milliardaires de la planète Terre, Monsieur Berlusconi, Monsieur Bouygues, Monsieur Lagardère, Monsieur Hersan, etc. Je raconte ces tête-à-tête extraordinaires. Je raconte comment, alors je ne dirai pas qui, mais c'est dans le livre, on a essayé de m'acheter. À l'époque, je gagnais 6 000 euros. J'ai fait la péréquation avec la méthode automatique qui est donnée par le ministère de l'économie et des finances. Vous mettez des francs, vous mettez l'année de ces francs, et on vous dit combien ça fait d'euros 2023. Je gagnais à l'époque 6 000 euros par mois comme rédacteur en chef et présentateur du journal de 20 heures. On m'a proposé 110 000 euros par mois. Je dis bien 110 000 euros par mois, plus une voiture de fonction avec un chauffeur 7 jours sur 7, plus une carte de crédit avec des frais illimités. Je pouvais dépenser 1 000 euros par jour sans problème. C'est-à-dire que c'était l'équivalent de 150 000 euros par mois. Donc j'ai refusé ces 150 000 euros par mois, et j'ai dit à monsieur Bouygues qui me proposait ça, je lui ai dit, parce qu'il voulait me donner le journal de Mourouzi de 13h en septembre 1987, il m'a dit, mais alors si vous voulez pas venir, qui est-ce que je vais mettre pour remplacer Mourouzi à la rentrée? On était au mois de juin 1987. Je lui ai dit, prenez Jean-Pierre Pernaut. Alors il m'a dit, mais c'est qui Jean-Pierre Pernaut? J'ai dit, c'est un de mes journalistes, il travaille avec moi dans Bonjour la France, première télévision du matin créée en 1984 sur TF1. J'ai dit, voilà, et c'est un jeune journaliste qui en veut, qui aime beaucoup la France profonde, qui va pas faire du parisianisme, etc. Ah bon, vous croyez, il était pas chaud du tout. Puis il a testé Jean-Pierre Pernaut, et il s'est rendu compte que le journal qu'il présentait cessait de perdre des téléspectateurs. Parce que le journal de Mourouzi perdait sans arrêt des téléspectateurs, parce qu'il faisait un peu n'importe quoi. Donc il a engagé Jean-Pierre Pernaut, et Jean-Pierre Pernaut a terminé sa carrière avec un peu plus de 45 000 euros par mois. Donc moi j'ai fait gagner 30 millions d'euros au groupe Bouygues, puisque si j'avais accepté la proposition de monsieur Bouygues, il aurait été obligé de me donner l'équivalent de 140 ou 150 000 euros par mois pendant 25 ou 30 ans. Alors j'imagine que dans le livre, vous nous expliquez aussi pourquoi finalement vous avez refusé l'offre et bien d'autres révélations. On aura le grand plaisir de vous accueillir une prochaine fois, c'est vous qui venez de le dire. On refera une émission sur la télé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la liberté de l'information, sur les milliardaires qui ont mis la main sur les chaînes de radio, de presse écrite et de télévision. Et donc il faut que les téléspectateurs, les auditeurs de Ici et Maintenant, mais je pense, compte tenu de la qualité des questions qu'ils en sont conscients, réagissent. Absolument, eh bien avec grand plaisir. Je sais que d'autres personnes souhaitaient intervenir, eh bien nous annoncerons la prochaine intervention de Jean-Claude Bourré sur la radio Ici et Maintenant afin que vous puissiez appeler et poser vos questions lors d'une prochaine émission interactive et en direct. Encore merci Jean-Claude Bourré, à très bientôt auditeurs, auditrices sur radio Ici et Maintenant. Et bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Restez à l'écoute puisque ce n'est pas la fin des programmes. Dans quelques instants, vous avez une émission très intéressante qui va commencer également en lien avec l'actualité de ces derniers jours. Continuez d'écouter Radio Ici et Maintenant. On se retrouve très bientôt. Merci.